Bonsoir. Bonsoir. Quelle heure qu'il est, là? On regarde plus ça. OK. Vous avez 15 minutes de toute façon. Oui. Merci. Je viens vous parler de démocratie scolaire. En fait, le mémoire que j'ai eu le plaisir de vous soumettre s'intitule « Les commissions scolaires à l'heure du non-retour ». J'ai eu le privilège d'œuvrer à titre de commissaire au sein de la commission scolaire Outaouais-Hall pendant 5 années et demie, sur une période s'échelonnant de 1987 à 1994. Je fus partie prenante d'une équipe. J'ai aussi assisté à la mise en vigueur de la nouvelle loi sur l'instruction publique en 1988, une réforme majeure. Je fus aussi président de la commission scolaire en 1991, pendant 9 mois. Cet engagement public fut un privilège, certes, mais ce fut aussi une épreuve. D'entrée de jeu, j'ai dû constater la position de faiblesse à l'intérieur de laquelle sont placés les commissaires. Depuis l'établissement des commissions scolaires sur le territoire québécois il y a plus d'1 siècle et demi, les commissaires sont des élus choisis sur une base locale qui détiennent la lourde responsabilité de déterminer comment l'éducation doit être desservie. Si au 19e siècle, en l'absence d'un État moderne comme nous le connaissons aujourd'hui, l'action des commissaires se résumait à coordonner les corvées pour établir les petites écoles de rang, aujourd'hui, ils sont au croisement de forces qui souvent les dépassent. Je m'explique. Au-dessus des commissaires, il y a les innombrables directives du ministère de l'Éducation, l'implacable Conseil du Trésor, les règles et les limites structurées par un État moderne qui s'est donné le mandat depuis le rapport Parent d'étendre à l'ensemble du territoire québécois une éducation accessible à toutes et à tous. Nous sommes devant un système donc national, vieux de 30 ans, appliqué à un modèle de gestion publique locale, vieux lui de 160 ans. La pression d'en haut, venue de Québec, a conduit à une désappropriation progressive des marges de manœuvre dont disposent les commissions scolaires. Au-dessus des commissaires, il y a donc cette imposition de plus en plus lourde qui limite de plus en plus leur champ d'action véritable. En dessous des commissaires, ce n'est pas beaucoup plus rose. Il y a toute une bureaucratie locale qui s'est développée depuis les années 60. Ces personnels administratifs et professionnels se sont rendus de plus en plus indispensables au bon fonctionnement de la commission scolaire. Ça ferait un bon débat, hein? De la commission scolaire dans l'accomplissement de son mandat. Ces administrateurs ont pris de plus en plus de place dans les sièges sociaux des commissions scolaires. Ils ont obtenu des délégations de pouvoir, des règlements qui précèdent les décideurs eux-mêmes, des engagements qui contraignent toute initiative. Ces contraintes encadrent littéralement, si je peux m'exprimer ainsi, l'espace à l'intérieur duquel les commissaires doivent opérer comme décideurs publics. De sorte que ces commissaires ne sont pas, ou sont trop peu, de véritables décideurs. On a souvent laissé entendre que les commissaires sont de cette catégorie nommée rubber stamper, des décideurs victimes d'un environnement qui leur échappe, sur lequel ils n'ont pas de prise. Ils ne seraient alors que des polichinelles, pris dans une mascarade où l'apparence d'un débat public cache en fait un processus décisionnel devenu quasiment privé, où tout se passerait dans des coulisses, dans l'ombre des officines, dans les bureaux des directions générales, pour être plus précis. Demandez aux citoyens ordinaires, à la passante dans la rue, ils ne savent pas à quoi sert un commissaire, quels sont ses pouvoirs. Par conséquent, pas étonnant que la population manifeste, par son absence lors des scrutins scolaires, une indifférence tout à fait significative. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs? Les conditions à l'intérieur desquelles les commissaires doivent exercer leur mandat limitent leur capacité réelle d'agir adéquatement. Au chapitre de la rémunération, le commissaire reçoit un émolument forfaitaire trop faible pour lui permettre de se dégager de ses obligations personnelles et, ce faisant, de se consacrer plus entièrement à son rôle. Le manque d'indépendance qui en découle l'oblige presque à s'en tenir aux analyses qui lui viennent des divers services administratifs. Aucune ressource autonome ne lui est consentie. Le commissaire, qui veut effectuer une démarche par ses propres moyens, doit donc faire preuve de ténacité, de courage et de compétence. Ce sont des efforts qui ne se font pas sans essoufflement, croyez-moi.
Les commissaires partent donc démunis dès la ligne de départ, faute de moyens. Leurs ressources sont en effet très faibles, comparativement à celles dont dispose l'équipe administrative qui leur fait face, dans cette dynamique habituée à fonctionner à deux pistons. La direction générale et les directions de service opèrent la gestion courante de chaque commission scolaire à plein temps dans des conditions de rémunération et d'emploi exemplaires. Elles exercent ainsi une mainmise, essentielle par ailleurs, sur le fonctionnement du système d'enseignement. Ce faisant, elles sont toutefois nettement avantagées lorsqu'il s'agit d'observer un problème, de suivre son évolution et d'envisager les alternatives possibles pour sa résolution. Avec une telle perspective de vue, comment ne pas contribuer autant que faire se peut à ce que les décisions les plus sages possibles soient prises? Voilà la grande tentation des administrateurs. Elle est peut-être légitime, mais ce n'est pas leur rôle. La question se pose, pourtant, pourquoi les administrateurs ne pourraient-ils pas exercer pleinement les pouvoirs décisionnels requis pour le bon fonctionnement et les orientations des commissions scolaires? Pourquoi faudrait-il conserver un système de représentation démocratique pour élire des commissaires à qui on ne procure pas les moyens d'exercer adéquatement leur rôle? Il s'agit de savoir à quel rôle on souhaite destiner les commissaires à l'aube de l'an 2000. On peut se poser la question, en cette époque où l'on tente de résorber la taille des appareils gouvernementaux. Nous sommes à la recherche d'une plus grande efficacité de nos systèmes de gestion publique, confrontés à des demandes pressantes pour que ces systèmes soient plus économiques possibles. S'il nous importe que des représentants du peuple figurent dans ces systèmes afin de les légitimer et d'y détenir ce faisant une certaine emprise, encore faut-il que ces représentants proviennent de mécanismes électoraux qui leur confèrent une réelle légitimité et que ceux-ci soient pourvus de ressources adéquates pour exercer leur rôle en toute indépendance. Autrement, ces représentants risquent fort de servir à d'autres fins que celles qui leur sont officiellement destinées. Et dans ce cas, serait-il sain de perpétuer l'existence de ces commissaires dans le système scolaire québécois? On pourrait croire que les commissaires ont vraiment perdu tout moyen d'agir et ne sont plus que des apparences de décideurs. Leur plus grande faiblesse provient toutefois de leur ignorance sur leur potentiel. Qui dit aux commissaires qu'ils peuvent de plein droit engager une restructuration qui correspond à leurs attentes, que ce soit pour des pouvoirs décentralisés vers les écoles, des modes de participation à la gestion plus déconcentrés vers les corps de personnel, ou une meilleure orientation des marges budgétaires en fonction de choix collectifs? Qui leur dit qu'ils ont le droit de penser autrement la structure à l'intérieur de laquelle ils se retrouvent, si celle-ci ne ressemble pas à ce qu'ils représentent? La loi sur l'instruction publique donne de réels pouvoirs et des marges de manœuvre aux commissaires, mais faute d'ignorance, trop souvent, ceux-ci ne savent pas en profiter à plein. L'ignorance n'est pas une fatalité, mais une sorte de complaisance dans un non-savoir. C'est, d'une certaine manière, une forme de conspiration du silence à laquelle participent souvent eux-mêmes les commissaires. Certes, cette attitude est entretenue par tous ceux qui peuvent en tirer un avantage. La résistance au changement de la part d'une machine administrative habituée à agir quasi de manière autonome, le fief de quelques serviteurs qui auraient pris le parti de se servir d'abord eux-mêmes, oubliant que l'outil qu'ils représentent n'est pas là pour leur propre fin, l'abandon tacite d'élus qui admettent sans maudire, dans les deux sens du terme, le statut de polichinelle qu'on veut leur faire porter en échange de quelques gratifications bien accessoires, et je vous passe les détails. C'est tout cela que l'on voudrait bien mettre à la poubelle lorsque l'on se questionne sur le rôle des commissaires aujourd'hui. Mais le plus grand des risques n'est pas cette sclérose qui obstrue souvent la saine dynamique de toute administration publique, lorsque les moyens se prennent eux-mêmes pour des fins. Ce n'est pas non plus l'ignorance ou l'absence de vigilance des élus scolaires qui risquent le plus de miner cette administration publique. Nous savons, depuis les anciens philosophes et les grands penseurs libéraux, combien la concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne ou d'une seule instance demeure depuis toujours le plus grand des risques. Montesquieu, Tocqueville ont disserté avec talent sur la séparation essentielle des pouvoirs. Nos institutions démocratiques reflètent d'ailleurs sans faille ce principe sacré. Le législatif, l'exécutif, le judiciaire, auquel il faut ajouter sans hésiter aujourd'hui l'administration et les médias d'information. Il serait inimaginable donc
de voir se retrouver tous ces paliers de pouvoir confondus en une seule instance ou sous l'égide d'un petit groupe ou d'une seule personne. C'est le plus grand des risques. Envisager l'élimination des commissaires ou les placer dans une situation telle qu'ils ne peuvent plus exercer adéquatement leur rôle de législateur revient à abandonner ce rôle entre les mains d'autres intervenants. Le pouvoir n'admet pas de vide. Et faute de commissaires, les administrateurs prennent quasi obligatoirement les rênes. Mais la concentration du pouvoir qui en résulte n'est jamais profitable à moyen ou à long terme. Elle ne peut pas servir les intérêts supérieurs du système d'éducation publique. Elle ne peut pas servir adéquatement la volonté populaire. Elle ne peut entraîner qu'une perte de contrôle sur le devenir de ce système. Les commissaires ou des élus au sein du système scolaire devraient donc être là pour rester. Que la manière de les élire change, que leur nombre soit modifié, que leurs tâches soient redéfinies, rien de tout cela ne devrait s'opposer à la préservation de leur rôle fondamental de représentant du peuple au sommet de la structure. Que l'on comprenne bien toutefois que ce rôle doit être appuyé de ressources autonomes et proportionnelles à l'importance du service de décision que l'on attend de la part des commissaires. La qualité de ce service de décision dépend pour beaucoup de la représentativité de ces décideurs, mais aussi et surtout des moyens qui sont mis à leur disposition pour leur permettre d'exercer pleinement ce rôle en toute indépendance. Elle est là, la principale défaillance actuelle du pouvoir scolaire au Québec. Ne pas accorder aux commissaires les moyens adéquats pour exercer pleinement leur rôle est la première cause de leur déficience, une déficience dont nous payons parfois très cher les résultats, que ce soit par les performances du système scolaire au Québec ou par ses coûts. Faudrait-il pour cela en conclure qu'il faut se départir des commissaires? Ce serait errer en confondant les causes et les conséquences, les problèmes et les solutions. Bon, je vais passer rapidement à une partie de cet exposé qui rappelle certains éléments du rapport Parent, puisque, en reprenant cette lecture, comme un bénédictin, j'ai retrouvé des recommandations là qui ne furent jamais appliquées comme telles et qui conduisirent à des demi-solutions qui furent appliquées à moitié. Et au lieu de nous aider ou de nous partir dans un concept, une intégration complète des solutions présentées à la fin des années 60, on est donc parti peut-être avec un cheval boiteux au niveau du système démocratique que l'on souhaitait mettre en place. Le système démocratique recommandé par le rapport Parent ne ressemble pas à ce que nous avons aujourd'hui. Il n'a pas ressemblé aux résultats qui ont conduit, aux législations qui ont conduit, qui ont suivi le rapport Parent. Nous savons que ces recommandations ne furent appliquées qu'à moitié. Les comités d'école naquirent, mais elles n'eurent pas les dimensions auxquelles on les destinait. Les commissions scolaires locales et régionales entraînèrent des dédoublements coûteux, sans pour autant résoudre tout le problème de la coordination des services et des actions. Les conseils de développement scolaire ne connurent pas le jour. En contrepartie, des directions régionales du ministère de l'Éducation prirent un essor tel qu'elles devinrent elles-mêmes un lieu de pouvoir, où se transigent les échanges politiques entre les commissions scolaires et le ministère, surtout quand il y a contentieux. Nous sommes à l'heure des choix. Faudra-t-il mettre fin aux commissions scolaires, et si oui, pour les remplacer par quoi? Faudra-t-il revenir aux recommandations du rapport Parent et trouver une formule qui se rapporte davantage à l'action éducative? Il serait trop facile de jeter le blâme à propos des déficiences d'un système sur une composante plutôt qu'une autre. Le sort des commissaires et des administrations scolaires ne devrait donc pas se jouer sur la base de leur faiblesse ou de leur force, mais sur la base de ce que nous souhaitons comme système de société. Souhaitons-nous une société bureaucratique, prise sous le joug de décideurs sur lesquels nous n'avons aucune prise? Souhaitons-nous des élus sans moyen de faire valoir ce que nous souhaitons pour l'avenir? Ou souhaitons-nous un juste équilibre entre de nécessaires forces administratives et une représentation fidèle de nos intérêts? Quoi qu'il en soit, un statu quo est impensable. Voilà l'enjeu du pouvoir scolaire au Québec, et quelle que soit la solution avancée dans cette perspective, il faudra accorder à notre système d'éducation une mécanique qui soit à la grandeur de nos aspirations. Car la gestion publique de l'éducation n'est pas une activité parmi tant d'autres. L'attention et le mode de fonctionnement que nous accordons à cette gestion rejoint directement notre devenir, l'enseignement et la formation des générations à venir. Si cet avenir mérite notre considération, nous devons régler le problème du pouvoir scolaire au Québec. Merci. Merci, M. Villemer. M. Inchauspé? Bon, il y a beaucoup de monde qui a dit que le travail que nous aurions à faire n'est pas d'étudier les structures, que c'est pas,
que ce n'est pas important, mais on constate que par différents moyens, beaucoup de monde pose des problèmes de structure, des problèmes d'organisation de pouvoir, ce qui est normal d'ailleurs. L'intérêt de votre mémoire, c'est que c'est d'abord, vous êtes un spécialiste de sciences politiques et donc vous éclairez le problème en l'articulation des pouvoirs. C'est pas simplement, en tout cas, vous décrivez très bien le type de situation réelle dans laquelle ça s'organise. J'ai deux questions à vous poser. La première, si je vous comprends bien, vous dites les commissaires, faut pas les supprimer parce que si on les supprime, la nature horreur du vide et le pouvoir aussi, et en conséquence, le vide serait pris rapidement par l'appareil administratif. Bon, certains ont dit, et aujourd'hui même, on a eu un groupe qui est venu et qui nous a dit que si le pouvoir effectif était donné à l'école, avec même une structure juridique, la transformation des commissions scolaires pourrait être celle comme d'une coopérative de services. Qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, je pense que la loi sur l'instruction publique actuelle permettrait même présentement, pour peu que nous la connaissions bien, donner, c'est d'ailleurs un préambule qui a été utilisé en décembre 1987, 88, excusez-moi, 88, 88, en tout cas, je me souviens plus. 87. Un préambule qui disait très bien que on venait enfin de donner une structure juridique aux écoles par l'entremise des comités et par conséquent, on leur donnait aussi la capacité de recevoir, par exemple, des délégations de pouvoir qui n'étaient plus seulement basées sur le projet éducatif, par exemple. Le sait-on vraiment? Le diffuse-t-on suffisamment pour savoir, par conséquent, que dans ce débat sur les délégations de pouvoir, il serait théoriquement possible qu'une instance d'une école reçoive le mandat de la gestion des ressources humaines, qui est une délégation possible. Mais qui ose en parler et qui a avancé des idées comme celle-là? Nous avons non seulement un projet éducatif tellement spécifique qu'on a besoin d'avoir certains leviers locaux dans cette école-là et qu'on organise des délégations de pouvoir. La loi est déjà prévue, structurellement, là, elle est déjà en place pour ça. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que le message ne passe pas, parce que les idées ne passent pas, parce que le pivot central de la décision qui appartient aux commissaires, ces commissaires-là, ils sont boiteux, ils sont handicapés, ils n'ont pas les capacités de bien saisir tout le potentiel, même présent, avant toute réforme même. On a parlé beaucoup de décentralisation, donc de ramener plus près des commissions scolaires, des pouvoirs. Et il y en a des pouvoirs, là. Mais on nous fait croire encore qu'il n'y a pas autant de pouvoir que ça, que les marges de manœuvre sont tellement petites. Alors, c'est des constats à la pièce que j'ai pu faire à travers 4, 5, 6 années. Et où à chaque fois, oui, une solution était déjà possible. Il manquait une volonté politique et une expertise pour avoir cette volonté politique. Il faut aussi avoir confiance que oui, il y a un potentiel réel qui est là, déjà. Alors, ceci m'amène justement à poser la deuxième question, puisque vous avez eu une expérience de commissaire, même de président. Là. Je ne vous demanderai pas pourquoi vous avez quitté au bout de 9 mois, mais enfin, c'est pas ça qui est important. J'ai accouché. Ah, c'est raison suffisante, évidemment. Si je vous comprends bien, vous dites la chose suivante: si les commissaires sont réduits à ce rôle un peu de marionnette, un peu en tout cas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens adéquats pour exercer pleinement leur rôle. Voilà. Je voudrais vous entendre un peu articuler sur qu'est-ce que ça pourrait être ces moyens adéquats pour exercer pleinement leur rôle. Je peux vous dire en guise de préambule qu'au bout de 9 mois, il fallait quitter la présidence puisque la volonté de changement dérange énormément, non seulement au niveau de structure administrative, mais au niveau même des élus qui ne se sont peut-être pas vus nécessairement dans la peau d'agents de changement. Être décideur public, c'est peut-être pas nécessairement comme dans cette idée-là qui vient au point de départ. Mais parmi les solutions que j'envisageais à cette époque-là, c'était la création d'un secrétariat du Conseil qui soit vraiment indépendant, c'est-à-dire dont le lien d'emploi soit directement relié à un corps du Conseil des commissaires. Oser émettre une hypothèse, une avenue de cette nature-là, ça a causé toute une commotion. Je vous l'assure. Pourtant, un secrétariat du Conseil qui permettrait de faire en ligne directe. On dit, mais il y a un secrétariat général. Demandez-leur des services. Alors, on leur demandait des services. Et parfois, on demandait des services, puis quand ça faisait des services convenables,
ça allait bien. Quand c'était des services un peu plus pointus, là, ça allait moins bien. Alors, il y avait, encore, il fallait aussi toujours passer par un lien. Nous sommes l'employeur, enfin le Conseil des commissaires est en théorie l'employeur d'une commission scolaire, mais en pratique, l'ensemble des fonctions d'employeur appartient à la direction générale. Alors, il n'y a aucune ressource là dont peut disposer un Conseil des commissaires dans son rôle, qui est celui de prendre des décisions, et non pas de s'occuper de gestion courante, mais celui de se questionner sur l'avenir de cette commission scolaire-là. Et c'est dans ce rôle-là qu'il n'y a pas de ressources organisées à cet effet. D'accord, merci. Merci. Merci.